Bonjour à tous, nous sommes donc le 5 mai 2021, ce qui signifie que 200 ans avant nous, actuellement, mourait Napoléon Ier. Ici, l'objectif n'est pas de débattre sur l'homme, ses actions, ni même de réfléchir sur le devoir de mémoire. L'historien se doit d'être impartial, de ne pas donner de jugement de valeur sur des gens, des époques. Ainsi, nous traiterons de la mort de Napoléon, et du contexte bien sûr, de manière tout à fait factuelle. Et bien entendu, pour m'aider, la source principale de cette vidéo sera donc le tome 7 du Journal de la France aux éditions Talendier. C'est une source assez ancienne, je dois bien l'avouer, mais je la trouve plutôt complète et largement suffisant. En 1820, celui qui fut l'empereur des Français, qui avait marché sur l'Europe pendant 15 ans, se mourait. Oublié en Europe, son nom n'était plus tendance et une majorité de ses anciens compagnons l'avaient abandonné. Avec lui, seules 4 personnes. Les généraux Charles Tristan de Montholon et Henri Gatien Bertrand, son valet de chambre Louis-Joseph Marchand et le médecin français Antomarchi. Exténués par cet exil sur l'île de Sainte-Hélène, tous espèrent rentrer en Europe. Mais, devant l'état de santé de leur empereur, ils vont finalement rester jusqu'au bout. C'est le cas de Bertrand, dont la femme le suppliait de partir. Déjà, en 1820, la santé de Napoléon fléchissait. Grossi et vieillissant, il voyait le retour de quelques maladies, comme son hépatie, et était sujet à de la fièvre. L'ex-empereur, déprimé également, s'attardait au lit et était sujet à de toux violentes et des douleurs. Le 4 octobre, il effectua sa dernière promenade hors de Longwood, son lieu de résidence. Sa vie sera après celle d'un malade, occasionnellement éclairci de rémittance. En décembre, ce n'était pas la joie, en plus des évanouissements fréquents, l'empereur vomissait tout ce qu'il mangeait. Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, proposa à Bertrand et sa famille de repartir en Europe. Il refusa. Le jour de l'an, Marchand vint donner ses vœux à son patient. Qu'il se rétablisse, bien entendu. Mais Napoléon n'avait pas autant d'espoir. Il répondit « Ce ne sera pas long, mon fils. Ma fin approche et je ne puis aller loin. » Le 13 avril, Napoléon rassemble ses forces et rédige son testament. Il s'enferme avec Montholon, à qui il lui dicte ses volontés pour recopier le brouillon le 15, pour y revenir à plusieurs reprises. Il désire que ses cendres reposent au bord de la Seine. Il dit « Au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé ». Il demande à sa femme de veiller sur son fils, sans paraître avoir connaissance de l'amour qu'elle éprouve désormais pour le général autrichien, Adam Albert, comte de Neipperg, avec qui elle se mariera et pour qui elle avait renoncé à rejoindre son mari dans son exil. Il recommande à son fils de ne jamais oublier qu'il fut prince français, peine perdue puisque son éducation fut exclusivement celle d'un prince autrichien. Napoléon pardonnera à ceux l'ayant trahi lors de sa chute, d'abord en 1814, mais aussi en 1815, citant Auguste Frédéric Vièze de Marmont, un officier, mais aussi Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, simplement Talleyrand, homme d'État et diplomate de l'Empire, très clivant, traître cynique corrompu pour certains, pragmatique et visionnaire pour d'autres. Il lèguera aux 3 Français présents avec lui, Montholon, Bertrand et Marchand, qui sont aussi les exécuteurs testamentaires, mais également à d'autres personnes, d'anciens fidèles restés en Europe, de grandes fortunes dont il évalue mal la réelle consistance. Du 4 au 5 mai, Napoléon s'agite. De minuit à 3 heures, il se trouve en plein délire, comme combattant un ennemi invisible. Il fait tomber Montholon en voulant sortir du lit. Le bruit fait courir Bertrand et Antomarchi. Les 3 hommes vont remettre Napoléon sur sa couche sans que ne cessent les gémissements. Napoléon prononcera ses derniers mots cette nuit-là. Le grand maréchal crut saisir ceci, qui recule à la tête de l'armée. L'empereur ne parlera plus. Malgré ça, il entre dans une grande agonie, quand Antomarchi tente de soulager par tous les moyens. Au matin, vers 6 heures, tous les Français et leurs familles entourent l'empereur. Le sort de ce dernier devait être connu de tous sans qu'il n'ose l'avouer. À 11 heures, le malade ressemble déjà à un cadavre, des larmes coulent de ses yeux fixes et sa mâchoire est tombante. Aucune des médecines appliquées ne semble améliorer son état. À 15 heures, son pouls diminue grandement. Une demi-heure après, c'est sa respiration. Il est 17h49 quand Antomarchi constate que plus rien ne peut le sauver. L'empereur est mort, il avait 51 ans.
Il passa la garde d'honneur anglaise de la garnison de l'île et fut enterré. Montholon voulait nommer la tombe en l'honneur de Napoléon, mais Law exigeait qu'il figure également Bonaparte. Finalement, ce ne sera aucun nom. Ce tombeau fut enterré dans la vallée des Géraniums, dans le district de Longwood, dont le propriétaire était Richard Torbet. Pour Antomarchi, la mort de Napoléon fut causée par un cancer de l'estomac, ce que les examens post-mortem tendraient à confirmer. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, la théorie selon laquelle Napoléon fut longuement empoisonné est apparente, bien que peu considérée par les historiens et les scientifiques. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous rappellerai simplement que Napoléon fait partie de notre histoire et que nous ne devons pas oublier notre histoire, volontairement, encore moins d'ailleurs, car cette dernière est vecteur de compréhension pour notre présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite bien entendu à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a vraiment bien plu, ou juste si vous aimez mettre des pouces bleus à toutes les vidéos que vous regardez, c'est votre choix. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à partager des choses en commentaire si vous avez d'autres trucs à dire, ou des propositions pour d'autres vidéos, bien que j'ai déjà quelques idées. Moi je vous dis à la prochaine, salut!